Bonjour à tous. Du coup, désolé pour ce petit contretemps. Du coup, je suis très heureux d'être parmi vous. Du coup, j'attaque aujourd'hui avec une première conférence sur la fabrication hybride au service de l'industrie du futur. Moi, personnellement, du coup, je m'appelle Clément Cazoté. Je suis le CEO et cofondateur de Nama. Nama, du coup, nous, on est une jeune start-up qui a été créée en 2021. On est fabricant français de machines hybrides industrielles. Pourquoi machine hybride? Du coup, vous le découvrirez au travers de cette petite présentation. Donc voilà, donc depuis notre création, on a été soutenu et on a également réalisé des ventes sur le marché français, du coup auprès de nombreux industriels avec cette machine-là. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la fabrication hybride au service de l'industrie du futur. Tout d'abord, je vais vous présenter un peu le contexte pour bien resituer un peu ce qu'est la fabrication hybride et ce qu'est aussi l'industrie du futur, dont on entend de plus souvent parler. Donc aujourd'hui, la grande thématique, c'est l'industrie 4.0 que l'on voit dans l'industrie française et dans l'industrie dans le monde, où bien sûr il y a d'autres objectifs, mais les principaux que moi, ce qui m'intéresse le plus, les objectifs en fait de cette démarche, c'est surtout d'innover rapidement, de réduire les coûts et de devenir agile, que ce soit pour une petite structure manufacturière ou bien pour un grand groupe. Les secteurs concernés, du coup, en fait, toutes les industries qui sont, que ce soit du milieu automobile, du milieu aéronautique ou même du milieu du luxe, dans tous les cas, quand il y a de la production de produits, en fait, on passe de plus en plus à l'industrie du futur pour justement remplir tous ces objectifs, que ce soit dans le prototypage, la fabrication d'outillage, de la maintenance et également de la production de pièces. Aujourd'hui, pour intégrer l'industrie du futur, on a des principaux leviers d'action pour cela. Moi, aujourd'hui, je vais me concentrer principalement sur le levier d'action qui sont les procédés innovants. Aujourd'hui, quand on regarde les principaux procédés qui sont dans le milieu industriel, on va retrouver de l'usinage, de la découpe laser, de l'injection, du formage, de la fonderie. Et depuis quelques années maintenant, depuis les années 80-90, on retrouve du coup un nouveau procédé qui est l'impression 3D, la fabrication additive. Et en fait, si on fait un focus en fait, sur ces trois procédés-là, l'usinage, la découpe et l'impression 3D, c'est ce que l'on retrouve majoritairement en fait, dans tout ce qui est du coup développement, fabrication, prototypage, R&D. Du coup, pourquoi on va utiliser ces procédés? Du coup, comme je viens de le dire, pour faire à la fois du prototype pour de la R&D, de l'outillage pour la production, et quelquefois également des pièces finales. Les principaux utilisateurs en fait, de ces types de procédés, on va retrouver deux industries, donc des grandes structures, qui eux ont plutôt des enjeux où ils souhaitent réinternaliser les processus de fabrication, découvrir de nouvelles technologies également, mais grâce à la fabrication additive. Mais c'est également aussi de réduire leur coût de fabrication et leur empreinte carbone. Et c'est pour ça qu'ils sont en fait dans une démarche d'industrie du futur et de lean manufacturing. Et après, on retrouve un autre type de persona, donc les PME, PMI, que l'on retrouve en France, donc, qui sont, eux, par exemple, ont d'autres ambitions avec du coup cette industrie du futur, c'est de réduire leur délai de production, d'innover rapidement, de devenir autonome et flexible sur leur fabrication, surtout quand on a vu que justement ils dépendaient un peu des sous-traitants étrangers, notamment avec la crise du Covid, et c'est pour ça qu'ils souhaitent réinternaliser une partie de cette production. Quand on regarde également le marché, que ce soit sur de la machine-outil en usinage ou sur l'impression 3D, on voit que c'est en constante évolution, sur le marché français en tout cas. Et on voit également que l'impression 3D, c'est pas que pour du prototypage, on l'utilise également beaucoup dans de l'outillage, ou en tout cas pour l'amélioration continue de pièces dans l'industrie. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a une problématique générale, c'est que en fait, pour pouvoir innover rapidement, on a besoin de plusieurs matériaux, de différents matériaux, que ce soit des métaux, des composites, des polymères. Et on a également besoin de différents procédés justement pour pouvoir travailler ces différents matériaux. Et du coup, les solutions qui existent aujourd'hui pour ces entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, c'est soit de faire appel à la sous-traitance, et donc là on voit qu'il y a des inconvénients en termes de coûts et de délais qui sont imposés du coup par les sous-traitants, et du coup forcément pour innover rapidement, c'est pas tellement ça.
Et enfin, la deuxième solution pour ces entreprises-là, c'est d'investir dans différentes machines qui sont monoprocédées, mais c'est un impact financier sur, par exemple, la trésorerie. C'est également encombrant quand on connaît le prix du mètre carré à Lyon ou à Bordeaux, par exemple. Et il faut également plusieurs opérateurs pour se servir de toutes ces machines différentes. Nous, ce que l'on propose à Nama, du coup, ce sont des machines hybrides. Pourquoi des machines hybrides? Parce qu'en fait, ce sont des machines qui regroupent du coup ces principaux procédés de fabrication, donc à savoir de l'impression 3D, de l'usinage et de la gravure laser au sein d'une même machine. En fait, pour vous donner un exemple pour son fonctionnement, en fait, elle fonctionne avec différentes têtes outils. À titre d'exemple, dans la cuisine, je ne sais pas si vous connaissez le robot KitchenAid. Le robot KitchenAid, en fait, si vous voulez faire de la glace, vous allez prendre une tête, vous la mettez sur votre robot. Si vous voulez faire, par exemple, juste après battre des œufs en neige, vous me changez de tête et vous pouvez faire cette opération-là. Et ici, en fait, c'est le même principe, où en fait, du coup, on a ces trois procédés, on change de tête outil en fonction de notre besoin. Et du coup, c'est une machine qui est évolutive, avec du coup deux différentes tailles de dimensions de travail, donc relativement grandes. Donc par exemple, sur la grande, on est sur des pièces qui peuvent faire 1 mètre de long. Et du coup, si on fait un zoom sur ce changement de tête outil, en fait, il a été fait de façon répétable, rapide, et du coup commun et intuitif pour du coup le changer de tête de façon facile, en fait, par n'importe quel utilisateur. Donc par exemple, là à l'écran, on voit un changement de tête qui se fait très rapidement, en moins d'1 minute. Pour cela, justement, vu qu'on a plusieurs procédés dans la même machine, il faut également pouvoir les utiliser de façon simple. Et c'est pour ça que nous, on a développé un logiciel de pilotage, en fait, qui permet justement de pouvoir contrôler et gérer en fait ces trois procédés grâce à une seule et même interface qui est commune et intuitive. Donc, on a fait en sorte d'avoir une architecture qui soit vraiment commune et qui évite de perdre l'utilisateur dès qu'il va changer de procédé à un autre, comme il pourrait l'être en fait quand il passerait d'une machine à une autre dans l'industrie. Donc du coup là par exemple on peut gagner du temps sur la formation en fait des utilisateurs sur 3 procédés. Du coup si on fait un zoom sur toutes les applications que l'on peut avoir grâce à l'impression 3D sur cette machine, en fait on peut également faire du prototypage ou de l'outillage grâce à par exemple à 2 têtes outils, une tête outil qui est de la double extrusion comme on le retrouve dans l'impression 3D classique, et une tête 3DF09 qu'on appelle, qui est une tête haut débit d'extrusion. Donc pour quand même faire des pièces avec des débits de 1 kg par heure. Sur le côté usinage, on va retrouver du coup de l'usinage du fraisage, 3 axes, par exemple typiquement sur des métaux non ferreux, comme de l'aluminium, du cuivre ou du laiton. Et également, par exemple, retoucher certaines pièces en polymère, en usinage typiquement. J'y reviendrai par la suite. Et après, sur le laser UV, du coup, on peut également graver, du coup, par exemple, des pièces qui ont été imprimées directement avec la même machine pour justement avoir une meilleure traçabilité, pour les identifier. Et du coup, on est sur une technologie de laser UV. Donc ici, on peut retrouver quelques exemples qui sont en fait issus de la même machine. C'est-à-dire que du coup, quand un utilisateur a cette machine-là, il peut réellement en fait accomplir une grande partie d'applications, que ce soit du prototypage, de l'outillage et également de la pièce finale. Mais si on se concentre aujourd'hui sur l'impression 3D des pots de fil, il est surtout utile pour passer rapidement de l'idée au prototype. Mais par contre, en termes d'inconvénients, comme vous le savez, on va avoir les différentes hauteurs de couches sur du dépôt de fil. Et en termes du coup d'état de surface, forcément c'est un état de surface qui est assez rugueux par rapport à des pièces qui sont usinées ou injectées. Et en termes de précision, de tolérance dimensionnelle, ben forcément c'est un peu moins précis que de l'usinage. En parallèle, si on regarde de l'usinage CNC 3 axes, là par contre en termes de qualité de précision, ben là on est vraiment sur des états de surface qui sont assez précis et des tolérances dimensionnelles qui sont vraiment très fines. Mais par contre, ce procédé-là coûte cher lorsqu'on veut faire des pièces unitaires. Mais du coup, on se pose la question, si on associait ces procédés sur une même pièce, qu'est-ce qui se passerait en fait? Mais le but, c'est que si on associe ces procédés sur une même pièce, c'est qu'on vient associer les avantages de l'un et de l'autre pour en fait avoir des pièces hybrides. Et c'est là du coup qu'on parle de fabrication hybride. C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, on va venir imprimer en 3D l'ébauche de la pièce, donc utiliser que la matière utile, plutôt que de partir d'un brut de matière comme on pourrait le faire en usinage. Et par exemple, ces pièces-là, on peut les lancer la nuit, du coup en temps masqué, sans utilisateur.
Et du coup, l'étape 2, en fait, c'est uniquement de changer de tête-outil, toujours sur la même machine, et de changer de tête-outil pour venir reprendre en usinage toutes ces surfaces fonctionnelles qui ont besoin d'avoir des états de surface et des tolérances dimensionnelles plus précises. Donc là, typiquement, en fait, on voit en haut du coup, l'ébauche de la pièce qui a été imprimée en 3D, et en bas, on voit du coup la pièce qui a été imprimée en 3D plus réusinée. Si vous voulez, vous pouvez voir cet exemple-là du coup sur notre stand qui sera là aujourd'hui et demain. Mais du coup, on se pose la question, dans quelles circonstances c'est utile en fait d'associer ces procédés? Et bien notamment dans la fabrication de moules industriels. Par exemple, un moule industriel aujourd'hui, un coût de fabrication de moule industriel, je parle en général, mais bien sûr il y a des petites différences, mais ce que l'on voit c'est que ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Et forcément en fait, ces moules industriels, ils sont faits surtout pour fabriquer des pièces finales en grande série, que ce soit des pièces injectées ou des pièces directement moulées. Mais par contre, si par exemple on veut faire des petites séries de pièces finales qui sont injectées ou moulées, comment on fait? Est-ce qu'on du coup on fait le choix d'un moule industriel à plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou est-ce que du coup on se concentre sur la recherche d'un nouveau procédé? Et c'est là en fait qu'intervient du coup la fabrication hybride avec du coup un moule, par exemple ici un moule composite qui a été imprimé en PA12 carbone, donc un joli bébé de 10 kg qui fait un peu moins de 2 mètres et qui justement en fait c'est un moule qui est là pour justement déjà obtenir un coût de fabrication qui est divisé par 10 par rapport à un moule qui aurait été usiné dans de la masse. Et également, c'est un moule qui est adapté pour faire, par exemple, quelques séries de pièces avec un seul moule. Donc, par exemple, on va pouvoir faire une dizaine de pièces, typiquement. Et il sert également à pouvoir valider déjà tout ce qui est tolérance dimensionnelle et forme du moule, avant de le passer justement en industrialisation et du coup de passer sur un moule qui sera par exemple en aluminium ou en acier, et qui sera dédié à faire de la grande série de fabrication. Donc c'est en fait, ici typiquement, la fabrication hybride, l'application que nous on a trouvée, c'est typiquement pour faire des moules en tout genre, pour justement valider des préformes ou réaliser des petites séries de pièces. Donc voilà, je pense j'étais un peu assez vite pour justement rentrer dans les temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur notre stand numéro 63, juste à côté. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous.